Hey, bonsoir tout le monde. Une autre petite capsule vidéo concernant le chapitre 4. On va faire un survol relativement. On va essayer de faire ça rapidement, mais aussi de voir tout ce qu'on a vu en classe sur le chapitre 4. Donc, ça touchait principalement la cellule, diffusion, osmose et respiration cellulaire ou photosynthèse. Donc, on va commencer avec la cellule. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a deux types de cellules, j'espère que vous le savez. Donc, la cellule animale et il y a la cellule végétale. Donc, ça, c'est les deux principaux types qu'on a vus ensemble. Pour ce qui est de la cellule animale, on peut la distinguer assez facilement avec sa forme légèrement arrondie, si on veut. Celle-ci possède une seule membrane à l'extérieur, qui est la membrane cytoplasmique, à ne pas confondre avec la membrane nucléaire, qui, elle, est pour simplement le noyau. À l'intérieur, on voit aussi des petits organites qui chacun ont leur propre rôle à jouer dans la cellule. On va commencer avec l'organite majeur, si on veut, ou le principal. On parle du noyau. Le noyau, j'espère que vous le savez, c'est celui-ci, qui est au milieu directement de la cellule. Pas nécessairement obligé d'être au milieu, mais c'est simplement un organe principal que vous devriez reconnaître assez facilement. On a aussi le cytoplasme. Le cytoplasme, c'est quoi? C'est simplement en fait le liquide dans lequel baignent tous les petits organites qu'on voit là. Donc, cytoplasme qui a principalement un rôle de transport de molécules, mais il y a aussi un rôle de nourrir la cellule. Donc, c'est vraiment le cytoplasme qui permet aussi d'avoir une certaine structure et d'avoir une certaine communication entre les différents organites. Ensuite de ça, on a la membrane cellulaire ou la membrane cytoplasmique, comme j'ai dit. Donc, c'est elle qui vient délimiter notre cellule. Aussi, il y a d'autres organites, faut pas juste se fier à ce que je suis en train de monter là. Je vous conseille d'aller voir à la page 106 et 107 pour être sûr de tout aller voir les organites qui sont un peu plus en détail. Je vous conseille de savoir où placer les vacuoles, les mitochondries. Les mitochondries, c'est les espèces de petits jelly beans là, oranges que vous voyez là, qui sont qui servent principalement lors de la respiration cellulaire. Vous pourriez aussi regarder attentivement là, au niveau des structures du noyau, le nucléole, la chromatine, membrane nucléaire, les pores. Donc, on va tout voir ça à la page 107. Je vous conseille d'aller revoir ça durant votre étude. Pour les autres structures de la cellule végétale, on va y venir tout de suite après. Donc, un petit vidéo, en fait, c'était juste pour montrer en trois dimensions à quoi ça ressemblait principalement à une cellule. On la voit qui est coupée dans deux sens. Donc, on a certains organites, puis on a aussi le noyau qu'on voit bien avec le nucléole à l'intérieur et la chromatine. Donc, c'était simplement pour montrer ça. Pour ce qui est de la cellule végétale, en fait, elle a une forme légèrement différente. Normalement, on va dire qu'elle est de forme rectangulaire, mais là, celle-ci, on la voit là, tout dépendant de quelle partie aussi de la plante qu'on va observer. Mais il faut voir que la structure d'une cellule végétale est un peu plus structurée, si on veut, est un peu plus rigide, parce que celle-ci possède une autre membrane que la cellule animale n'a pas, c'est la membrane cellulosique. Aussi important de savoir, membrane cellulosique, il y a aussi la membrane cellulaire qu'on a vue tout à l'heure. Donc celle-ci en possède deux, membrane cellulaire, membrane cellulosique. La structure numéro un, on voit ici que c'est le nucléole. Le nucléole, il est dans le noyau. C'est comme un deuxième petit noyau à l'intérieur du noyau, si on veut. Donc celui-ci, on l'appelle le nucléole. On le retrouve aussi dans la cellule animale. Donc, c'est une pierre deux coups si vous l'apprenez. Deux, cytoplasme, vous connaissez déjà. Donc, c'est encore le liquide dans lequel baignent les organites. Essentiellement, la cellule végétale a pas mal les mêmes organites. Elle en a peut-être un peu moins. En fait, c'est ce que vous devez retenir pour principalement, c'est ceux-là que je vais vous montrer. Le 3, on a justement la fameuse membrane cellulaire. Donc, c'est la première membrane qui est vers l'intérieur. Si on veut, vers la plus près du cytoplasme, c'est la membrane cellulaire. La même qu'on retrouvait dans la cellule animale. En 4, on a la grande vacuole d'eau. On peut l'appeler aussi juste la vacuole. Donc, c'est simplement une enveloppe dans laquelle l'eau peut rester emmagasinée. Donc, la cellule peut emmagasiner de l'eau qui va éventuellement lui servir à survivre et à pouvoir alimenter les divers organites. 5. Structure très importante dans la section 4.3 qu'on va revoir, les chloroplastes.
Les chloroplastes, c'est eux autres qui font la photosynthèse. On l'appelle chloroplaste à cause qu'ils produisent un pigment qu'on appelle la chlorophylle. La chlorophylle, justement, euh, qui occupe un rôle majeur dans la photosynthèse. C'est elle qui vient capter l'énergie des rayons lumineux pour convertir le gaz carbonique en oxygène. On va y revenir en 4.3, il ne faut surtout pas paniquer. Et 6, on a la membrane cellulosique. Donc ça, c'est la deuxième membrane qu'on avait. Donc membrane cellulaire, c'est elle qui est vraiment vers l'intérieur, vers le cytoplasme. Puis celle qui donne un peu plus une structure rigide, c'est la membrane cellulosique. On l'appelle membrane cellulosique parce qu'elle est constituée d'un sucre qui s'appelle la cellulose. Pardon. Donc la cellulose, vous avez sûrement déjà entendu parler quand on fait du papier, pâte et papier, on dit que c'est la cellulose qui permet d'avoir cette structure-là. Donc dans les arbres, ce qu'on va aller chercher, c'est la pulpe ou la cellulose des arbres pour justement faire du papier. Donc, c'est ce qui donne la rigidité d'une feuille. Pensez à ça aussi pour la rigidité de la cellule. Donc, le noyau de la cellule, vous allez le reconnaître assez facilement, c'est l'organique qui est pas mal le plus grand de la cellule. Okay? C'est le centre de contrôle de tout ce qui se passe dans la cellule. Si on l'avait à le comparer, ce sera un peu comme notre cerveau à nous. Donc, le noyau, c'est un peu comme le cerveau de la cellule. Okay? Donc, le noyau aussi permet de déterminer quel type de cellule on va avoir. Donc, si on a une cellule de la peau, le noyau va être différent de si on a une cellule nerveuse, comme dans le cerveau. Si on a des cellules cardiaques pour le cœur, ils vont avoir une structure différente aussi. Donc, c'est lui aussi qui dirige la division cellulaire. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais je vous disais justement que à toutes les secondes, il y a des milliers de cellules qui meurent et d'autres qui se régénèrent. Donc, c'est simplement que les cellules se divisent pour pouvoir se multiplier. Pour qu'on puisse survivre, ça prend absolument de la division cellulaire. Pour qu'on puisse grandir aussi. Donc, vous avez vu ça, regarder un petit bébé naissant. Il va aussi produire des nouvelles cellules. C'est pour ça qu'il va aussi grandir, mûrir et se développer. Donc, nous aussi, on continue, on répare nos tissus. Quand on se blesse, il y a encore de la division cellulaire. Donc, c'est vraiment un processus qui est actif. La cellule est toujours, les cellules dans notre corps sont toujours en train de se diviser et de se multiplier pour, en fait, contrebalancer le fait qu'il y a des cellules qui meurent. Donc, simplement se rappeler aussi que le noyau de la cellule, c'est l'organisme pas mal le plus important dans notre cellule. Toujours dans le noyau de la cellule, on a trois parties principales. On a la membrane nucléaire, nucléaire pour noyau. Donc, nucléaire, c'est l'adjectif principal de noyau. Ensuite, on a le nucléole. Le nucléole, c'est l'espèce de petit noyau qu'il y a à l'intérieur du noyau, donc l'espèce de boule sphérique à l'intérieur du noyau. Et la chromatine. La chromatine, en fait, c'est les espèces de spaghettis qu'on retrouve à l'intérieur du noyau. La chromatine, on la retrouve juste lorsque la cellule est dans un état normal. Lorsque la cellule va se diviser, on va voir un peu plus tard qu'on appelle ça des chromosomes. Donc, quand on a les petits bâtonnets, c'est simplement que la chromatine s'est transformée en chromosome, tout simplement. Venons-en justement aux chromosomes. Les fameux chromosomes, c'est quoi un chromosome? C'est un brin d'ADN. Donc l'ADN, c'est une molécule qui permet justement qui contient toute l'information génétique d'une personne. Ça, c'est l'ADN. Donc, les chromosomes, c'est quand on retrouve des bâtonnets épaissis visibles dans le noyau, mais ils sont juste là au moment de la division cellulaire. Quand c'est pas un chromosome, c'est de la chromatine. C'est exactement la même chose. C'est encore des brins d'ADN. C'est juste que les chromosomes sont plus faciles à multiplier et à diviser. Donc, quand la cellule doit se diviser, eh bien, c'est plus facile d'avoir des chromosomes que d'avoir une espèce de tas de spaghettis. Donc, c'est pas mal plus facile de séparer des spaghettis qui sont crus que des spaghettis qui sont toutes mélangés, cuits, puis qui font une espèce de boule qu'on n'est même pas capable de discerner les structures. Donc, les chromosomes servent essentiellement lors de la division cellulaire. OK? Donc, l'ensemble des chromosomes d'un individu vont contenir les gènes. Okay? Donc, les gènes, c'est une structure qui permet de fabriquer des molécules précises dans votre organisme. Okay? Les gènes, c'est aussi les structures qui permettent de transmettre, par exemple, des caractères comme les yeux bleus, les yeux bruns, qu'est-ce qui fait que vous êtes grand, qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas grand. Tout ce que vous êtes, en fait, sont contenus dans vos gènes qui, ça, se trouvent sur vos chromosomes, qui sont dans le noyau de toutes vos cellules. OK? Donc, on va voir un peu à quoi ça ressemble un chromosome.
Donc, on avait vu en classe, c'est un peu comme ce que vous avez en bas à gauche. Donc, c'est des brins d'ADN avec d'autres molécules autour, mais essentiellement, c'est ce qu'on voit là. Donc, sur chacune des molécules qu'on voit là, on a une portion qu'on appelle un gène. Par exemple, une portion de la bande jaune, là, si vous prenez juste un petit segment, on va appeler ça un gène. Et le gène permet justement de fabriquer certaines molécules. Donc, c'est lui qui décide quelles molécules on fabrique, c'est les gènes qui font ça. Donc, encore là, on a tous les gènes humains. Donc, on a 23. Ben là, à part les chromosomes sexuels, on a 22 paires de chromosomes. Puis après ça, on a les chromosomes sexuels. Donc, on a 23 paires pour 46 chromosomes au total. Là, encore là, ce que je dis là, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations. Je suis très conscient de ça. Ce que je vous invite à faire, c'est d'aller lire aussi vos pages 106, 107 et 108. C'est exactement ce que je suis en train de dire là. Regardez aussi les schémas pour connaître les structures de vos cellules, puis ça va bien aller. Donc, juste pour vous montrer, quand je disais tantôt c'est quoi un gène, c'est simplement comme la petite portion que vous voyez là. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un gène. Bon, on est rendu à 4.2. 4.2, c'était quand même assez simple. On avait vu les intrants et les extrants. Tantôt, je parlais 4.3, c'était la photosynthèse. Je pense que je me suis trompé. C'est 4.4, la photosynthèse. Donc, quand vous entendez au début du vidéo que je dis 4.3, c'est la photosynthèse, c'est pas vrai. C'est 4.4. Donc, 4.2, on a les intrants et les extrants. Tout ce que vous avez à retenir pas mal, c'est qu'un intrant, c'est un élément qui va rentrer dans un système. Dans le cas ici, c'est pas mal la cellule. Et un extrant, eh bien oui, vous l'aurez deviné, c'est un élément qui sort du système, tout simplement. Donc, essentiellement, 4.2, c'est tout ce que vous avez à retenir. Oui, exactement. Donc, 4.2. 4.3, on a la diffusion et l'osmose. Donc, la diffusion, c'est quoi? La diffusion, c'est le déplacement des molécules d'une solution à partir d'une région où elles sont plus concentrées vers une région où elles le sont moins. Donc, c'est simplement la diffusion. Ce qui est important de se rappeler, c'est les molécules ou les solutés. Le soluté va se déplacer de la région où est-ce que c'est le plus concentré, donc où est-ce qu'il y a le plus de soluté, vers la région où est-ce qu'il y a le moins de soluté. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la diffusion. On peut voir un petit schéma comme ça. Donc, de la haute concentration vers la faible concentration. Donc, après la diffusion, là, on a une image de avant la diffusion, mais après la diffusion, c'est sûr qu'on va avoir plus de points rouges à droite. Donc, la diffusion, c'est qu'on amène des points rouges de gauche vers la droite. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la diffusion. Contrairement à la diffusion, on a autre chose qu'on appelle l'osmose. L'osmose, c'est quoi? C'est le mouvement des molécules d'eau ou du solvant, parce que ça arrive quelques fois qu'on n'a pas de l'eau comme solvant, mais la plupart du temps, les solutions qu'on a contiennent de l'eau. Donc, c'est le déplacement du solvant à travers une membrane semi-perméable. Mais ce qui est important de savoir, c'est que les molécules d'eau vont se déplacer de la solution la moins concentrée vers la plus concentrée. Pourquoi? Ben, c'est simplement qu'on veut diluer la portion ou la partie de notre solution qui contient le plus de soluté. Donc, on veut diluer au maximum pour avoir essentiellement les mêmes concentrations. Donc, l'eau va se déplacer, par exemple, comme dans mon schéma ici. Donc, vous voyez qu'à droite, en fait, si on regarde notre image, là, celle à gauche de la flèche, là, mais je vous parle dans la partie droite, à droite de la membrane semi-perméable, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de points mauves ou violets, là, si vous voulez, à droite, qu'il y en a à gauche. Donc, qu'est-ce que l'eau va faire? L'eau va se déplacer de la gauche vers la droite pour pouvoir diluer une plus grande quantité de molécules. Donc, essentiellement, c'est l'eau qui va se déplacer d'une partie la moins concentrée vers la plus concentrée. Donc, c'est pas mal tout ce qu'on a à retenir pour la diffusion et l'osmose. Une portion qui est assez facile. Où est-ce que ça se corse peut-être un petit peu plus pour certains? C'est au niveau de la respiration cellulaire et de la photosynthèse. Donc, on va y venir, ce sera pas bien long. Je suis juste en train de regarder dans mon livre pour rien oublier. Donc, la respiration cellulaire, on va y voir. Donc, la cellule végétale et la cellule animale,
vont pas gérer de la même manière leurs intrants et leurs extrants. Ça veut dire qu'ils vont avoir des intrants différents pour une cellule végétale que pour une cellule animale et différents extrants de la cellule végétale vers la cellule animale. Donc, la cellule animale prend son énergie grâce à ce qu'on appelle la respiration cellulaire. En fait, toutes nos cellules dans notre corps à nous, on est obligé d'avoir de l'alimentation, on est obligé de se nourrir pour aller chercher notre énergie chimique. Donc, si on arrête de manger et si on arrête de boire, ben, c'est sûr que nos cellules ne pourront pas survivre. Ça leur prend du carburant, ça leur prend du glucose. Donc, notre carburant, nous, on le prend dans notre alimentation. On appelle ça aussi le glucose. Les plantes, elles, sont assez bien arrangées. Elles vont être capables de faire leur propre énergie grâce à ce qu'on appelle la photosynthèse. En fait, les plantes, ils sont capables de prendre l'énergie lumineuse du soleil avec du gaz carbonique. Eux autres, ils prennent ça, puis ils vont fabriquer leur glucose, puis ils vont produire de l'eau et de l'oxygène. Donc ça, on va le voir un peu plus tard, mais ce qui est fascinant, c'est que les plantes sont capables de prendre l'énergie du soleil avec un peu de gaz carbonique, avec un peu de CO2, et boum, ils font leur glucose. Donc, ils n'ont pas besoin de manger comme nous. Nous, on est dépendant de la nourriture. On est obligé de rentrer de la nourriture dans notre organisme pour que nos cellules puissent faire leur respiration cellulaire. Donc, comme je viens de dire, les animaux, ou les cellules animales, nous, les animaux, on est constitués de milliards de cellules animales. Ils doivent manger de la nourriture pour survivre. Okay? On va appeler les êtres qui ne sont pas capables de fabriquer leur propre nourriture, on les appelle hétérotrophes. Alors que, contrairement à nous, les végétaux, eux autres, sont capables de produire leur nourriture, on va les appeler autotrophes. Donc, hétérotrophes, ils ne sont pas capables de fabriquer leur nourriture, ils doivent manger. Et les végétaux, eux autres, sont autotrophes, ils peuvent fabriquer leur propre nourriture. Pensez au mot autonome. Autonome, tu fais les choses par toi-même. Autotrophes, c'est la même chose, ils font leur propre nourriture par eux-mêmes. En ce qui concerne la respiration cellulaire, c'est une réaction chimique qu'on va appeler de combustion. Okay? Donc, par exemple, comme j'avais donné en classe l'exemple, puis je vais le redonner aussi, quand on brûle du bois dans notre poêle à bois, c'est de la combustion aussi. Donc, c'est exactement le même principe qui se produit dans une cellule. La cellule, qu'est-ce qu'elle fait? Au lieu de brûler du bois, ben elle va brûler du glucose. Donc, elle va prendre de l'oxygène, elle va prendre le glucose, et elle va faire sa réaction chimique. Donc, elle va produire du CO2, de l'eau et de l'énergie. Donc, ce qui est important, c'est que la combustion, ça sert à quoi? Ça sert à nous fournir de l'énergie pour pouvoir survivre. Donc, la respiration cellulaire, c'est pour nous permettre de respirer, donc permettre de vivre. Donc, comme je disais, le feu brûle du bois. La cellule, elle, va dégrader ou brûler du glucose, qui est du sucre, une molécule qui est très énergétique. Donc, elle va brûler ça, puis elle va prendre l'énergie qui s'en dégage pour pouvoir fonctionner. Donc, c'est cette réaction chimique-là de combustion qui nous permet de survivre et de vivre. Okay? Donc, dans les deux cas, l'oxygène, c'est ce qu'on appelle le comburant de la réaction chimique. Okay? L'oxygène, c'est le comburant. Faire attention avec carburant. Quel est le carburant dans la respiration cellulaire? C'est le glucose. Donc, le glucose, c'est mon carburant, comme l'essence que je mets dans mon automobile. C'est la même chose. Donc, il faut vraiment voir la respiration cellulaire comme la réaction chimique ultime qui nous permet de survivre ou de vivre. Donc, les cellules ont besoin de la respiration cellulaire, sinon on ne serait pas capable de vivre. On n'aurait pas d'énergie, on mourrait, bref. Okay? Donc, la respiration cellulaire, l'oxygène, on le prend où? Ben, on le prend quand on respire. Quand vous inspirez dans vos poumons, l'air rentre dans vos poumons. Vos petites cellules qui sont dans votre sang, vos globules rouges viennent prendre l'oxygène, puis ils l'apportent à toutes les autres cellules dans votre corps pour qu'eux autres puissent faire la respiration cellulaire. Donc, c'est toutes les cellules dans votre corps, à vous, qui vont respirer pratiquement en même temps. À chaque inspiration, ils vont faire de la respiration cellulaire. Puis à chaque fois que vous allez expirer de vos poumons, ben c'est toute la somme de toutes vos petites cellules qui ont rejeté des molécules de CO2. Puis le CO2 s'en va à l'extérieur de votre corps à l'aide de vos poumons lors de l'expiration.
OK? Donc, il faut voir que c'est toutes vos petites cellules qui ont besoin de molécules d'oxygène pour pouvoir survivre. Puis dans chaque cellule, au moment d'une inspiration, vous allez avoir de la respiration cellulaire. OK? Vous allez avoir des molécules de sucre, de glucose, qui, elles, viennent de vos intestins, parce que vous mangez puis vous digérez par là. Donc, vos cellules prennent le glucose de ce que vous avez mangé, ils prennent l'oxygène que vous avez respiré, ils font leur réaction chimique. Avec la réaction chimique, ils vont avoir de l'énergie, donc ils vont pouvoir bouger, ils vont pouvoir donner de l'énergie à vos muscles pour pouvoir bouger. À toutes vos cellules vont pouvoir fonctionner correctement grâce à la respiration cellulaire. Donc, il faut vraiment que ce soit un processus clair dans votre tête que la cellule a besoin d'oxygène et a besoin de glucose pour faire une réaction chimique qui permet de produire de l'énergie. Donc, vous mangez comme vous mettez du bois de chauffage dans votre poêle à bois pour continuer à chauffer votre maison. Mais c'est la même chose. Si vous arrêtez de manger, ça ne fonctionnera plus. OK? Donc, c'est important de comprendre ça. Si vous avez encore de la difficulté, je vous conseille de lire vos pages. On commence à la page 120, 122, 123. C'est pas mal l'essentiel de ce que je suis en train de dire là. Donc, important de relire. Vous n'avez pas de raison de ne pas lire. Donc, c'est important de relire tout ça. Donc, dans la respiration cellulaire, on a des intrants puis on a des extrants. Donc, les intrants principaux, je l'ai dit en masse, c'est l'oxygène et le glucose. Et le glucose renferme beaucoup d'énergie chimique. Ça, qu'est-ce qui se passe? Ça rentre dans la cellule. La cellule, qu'est-ce qu'elle fait avec ça? Elle fait sa réaction de combustion. Elle fait de la respiration cellulaire. Qu'est-ce qui va sortir de là? Il va y avoir de l'énergie thermique et chimique, c'est certain. Du gaz carbonique ou du CO2, c'est la même chose, et de l'eau. Donc, important de savoir ça, de comprendre ça. La cellule prend l'oxygène, prend le glucose, fait sa combustion, il sort de là de l'énergie chimique et thermique. Donc ça nous permet de fonctionner, de bouger. Et après ça, il y a du gaz carbonique qui sort et de l'eau. Donc, retenez ça, étudiez ça, ça va bien aller. À l'inverse de ça, on a un autre processus qui se déroule chez les cellules végétales, c'est ce qu'on appelle la photosynthèse. La photosynthèse, c'est quoi? La photosynthèse, c'est une réaction chimique, tout comme la respiration cellulaire, mais c'est une réaction chimique qui permet aux végétaux, aux algues et à certaines bactéries de prendre l'énergie lumineuse du soleil pour fabriquer leur nourriture et emmagasiner de l'énergie. Donc, une chose essentielle à la photosynthèse, c'est quoi? C'est la lumière. Vous avez beau prendre une plante puis donner le gaz carbonique ou le CO2 qu'elle a besoin, puis si vous donnez de l'eau puis du gaz carbonique, si elle n'a pas de soleil, votre plante, elle ne fera jamais de photosynthèse puis elle va mourir. Même chose si vous ne lui donnez pas d'eau, elle va mourir. Donc, la chose la plus importante dans la photosynthèse, c'est essentiellement le soleil ou l'énergie lumineuse. C'est obligatoire, la cellule, ça y prend ça pour faire de la photosynthèse. OK? Ce qui est important aussi de savoir, c'est que la photosynthèse se fait à quel endroit dans la cellule? Elle se fait dans les petites boules vertes qu'on appelle les chloroplastes. Donc, un mot à savoir, chloroplaste, c'est là où se passe la photosynthèse. Donc, pour la photosynthèse, c'est légèrement différent. En fait, vous allez remarquer que les extrants de ma respiration cellulaire sont les intrants dans ma photosynthèse. Regardez bien. Donc, mes intrants ici, on a de l'eau. L'eau, essentiellement, provient du sol, des racines. Donc, la plante absorbe l'eau par ses racines, transmet ça partout dans sa tige, dans ses feuilles, donc accumule ça dans la plante. Après ça, les cellules végétales vont prendre ou capter l'énergie du soleil grâce à ces chloroplastes et grâce aussi au CO2 qu'elle va prendre dans l'air, elle va faire une réaction chimique à l'intérieur d'elle-même pour pouvoir produire quoi? Bien, elle va produire de l'oxygène qui est essentiel à la vie sur Terre. Donc, nous, on va respirer après ça de l'oxygène, donc c'est important pour nous. Et ce qui est merveilleux, c'est que la plante va fabriquer elle-même son propre glucose. C'est son énergie chimique. Elle, la plante, elle va utiliser ça. Elle va en garder en réserve pour le prochain printemps. Donc, la plante a besoin, contrairement à nous, de CO2, qui est son intrant principal avec l'énergie lumineuse.
et elle va rejeter, c'est un beau déchet pareil, là, mais elle va rejeter de l'oxygène que nous, on a besoin pour vivre et du glucose. Donc, quand on est végétarien, par exemple, qu'est-ce qu'on fait? Mettons qu'on mange juste des végétaux, ben c'est pas compliqué. On mange nos végétaux, ça veut dire qu'on va avoir notre glucose. Nous, on a besoin de glucose. Donc, le glucose et l'oxygène qui est partout dans l'air grâce aux plantes, c'est essentiel pour nous parce que c'est nos deux intrants principaux. Donc, on respire et on mange notre glucose. La cellule prend ça, elle fait l'énergie chimique qu'elle a besoin. Et après ça, elle rejette quoi? Du gaz carbonique, de l'eau. C'est parfait, la plante, qu'est-ce qu'elle a besoin? Elle a besoin de gaz carbonique et de l'eau. Donc, ça fait un cycle. Je ne sais pas si vous voyez l'image un peu, mais ça fait un cycle continu. Dans le fond, la plante nous fournit l'oxygène et le glucose qu'on a besoin. On peut aussi prendre le glucose dans la viande qu'on mange, c'est un peu la même chose. Donc, on a besoin, par contre, nous autres, de se nourrir. On ne peut pas aller au soleil. Tout ce que ça va faire, ça va nous donner de la vitamine D et des coups de soleil. Donc, ça fait pas mal le tour de ce que vous devez étudier pour l'examen. J'espère que ça va vous être d'une grande aide, ce que je suis en train de faire là. Et je vous souhaite bonne étude et à la prochaine. Salut!